Ma fille a installé ses beaux-parents dans ma villa et m'a dit, tu n'as plus besoin de venir. J'ai souri et je suis rentré. Quand ils sont arrivés avec des cartons et des valises, ce qui les attendait, ce n'était pas une clé. La fumée de la cheminée fut la première chose que je vis. Je l'avais remarqué. Avant la voiture inconnue, avant la musique qui s'échappait des fenêtres, ce genre de musique, celle d'un autre, imposée à un espace qui ne la connaissait pas encore. J'avais remarqué la fumée parce que je connaissais cette cheminée. Je l'avais nettoyée chaque automne pendant 22 ans. Je connaissais la qualité spécifique de la fumée qu'elle produisait, le tirage qu'elle créait, et le son du clapet. Selon qu'il était ouvert correctement ou non. Quelqu'un l'avait mal ouvert. Je restais un instant, juste un instant, dans ma Volvo, en haut de l'allée, à regarder ma maison. La villa avait été construite en 2002, sur 2 acres de terrain, surplombant un lac dans les collines des Langues, par 2 personnes qui avaient décidé que la meilleure façon de dépenser un héritage et une décennie d'économie était de construire quelque chose qui durerait. Mon mari, Robert, avait été architecte. Pas célèbre, pas prestigieux, juste précis, le genre d'architecte qui mesurait 2 fois, réfléchissait 3 fois, et croyait que la justesse d'un bâtiment pouvait être ressentie avant d'être articulée. Il avait conçu chaque pièce de cette maison avec l'attention spécifique de quelqu'un qui comprenait que les pièces ne sont pas des murs, mais ce qui s'y passe. Il est mort il y a 4 ans, en novembre, un mardi matin, d'une crise cardiaque qui arriva sans prévenir. Et emporta tout. La villa était ce qui restait. Chaque volet. Chaque tuile. Chaque chaise au bord du lac qu'il avait choisi un samedi après-midi dans un magasin à Alba, tenant 2 versions du même design et me demandant laquelle donnait le plus envie de s'asseoir et de rester. J'avais bien choisi, disais-je toujours. Il avait été d'accord, comme toujours. Je garai la voiture. Je marchai jusqu'à la terrasse. Ma fille, Émilie, était assise dans le fauteuil de Robert. Elle portait un peignoir que je ne reconnaissais pas. Celui que je garde à la villa étant lin bleu, délavé par des années de lavage, acheté lors d'un voyage que Robert et moi avions fait à Positano en 2008. Celui qu'elle portait était blanc, épais, le genre de peignoir qui accompagne une chambre d'hôtel ou provient d'un grand magasin, le genre que l'on apporte quand on a l'intention de rester. Son mari, David, se prélassait dans la chaise. À côté d'elle, non pas dans la posture d'un invité, mais dans celle de quelqu'un qui calcule déjà la superficie en mètres carrés. Émilie leva les yeux. Maman. Le ton spécifique de quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de quelque chose et a décidé que la meilleure réponse est d'agir comme s'il n'y avait rien à reprocher. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison, Émilie, dis-je. Elle soupira, le soupir de quelqu'un qui trouve l'évidence épuisante. Nous avons des projets. C'est un week-end privé. Une pause. C'est inopportun que tu sois là. David sourit agréablement. Il a un sourire agréable qu'il utilise comme certaines personne utilise un parapluie, non pas parce que le temps l'exige, mais parce qu'il donne l'apparence d'être préparé au temps. Peut-être devriez-vous nous laisser le week-end, Margaret, dit-il. Nous pourrons en discuter plus tard. Je regardais ma fille. Je regarde Émilie. Depuis 38 ans, depuis le matin où elle est arrivée au monde avec les yeux de Robert et mon entêtement, et une qualité que j'ai mis des années à nommer correctement. Non pas l'indépendance, que j'aurais pu cultiver, mais la conviction spécifique que le monde lui devait ses arrangements les plus confortables. Ce que je vis sous sa politesse ce matin-là n'était pas de l'inconfort, c'était de la certitude. Elle avait déjà décidé quelque chose. Je pouvais voir la forme de la décision sans en connaître encore le contenu. La certitude de quelqu'un qui a fait un plan et se trouve actuellement dans la partie du plan qui exige de la patience. Je ne voudrais pas m'immiscer, dis-je. Je rentrai à la maison sans élever la voix. Laissez-moi vous parler de Robert, car Robert est la raison pour laquelle cette
Histoire se termine comme elle se termine. Robert Ferrara a été architecte. Pendant 38 ans, mari pendant 34 ans, et père pendant 38 ans, jusqu'à ce que novembre me le vole. Il était méticuleux, de la manière professionnelle de quelqu'un dont la subsistance dépend de la différence entre presque et exact, et il était méticuleux, de la manière personnelle de quelqu'un qui a décidé que la prudence est une forme d'amour. Il m'a appris, en 34 ans de mariage, à regarder les choses comme un architecte les regarde, non seulement pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles font. Une pièce fait quelque chose. Une relation fait quelque chose. Un meuble placé sous un certain angle dans une certaine lumière fait quelque chose de spécifique, et comprendre ce qu'il fait demande plus qu'un coup d'œil. Il m'avait aussi, en 34 ans, appris à être lente avec la colère. Non pas parce que la colère n'est pas justifiée, mais parce qu'une colère hâtive commet des erreurs que l'autre personne peut utiliser. Agis lentement quand ça compte. Avait-il l'habitude de dire. Ce que tu essaies de protéger sera toujours là si tu prends ton temps. J'y pensais en rentrant de la villa ce vendredi après-midi. Émilie appela ce soir-là à 19h14. Je connais l'heure parce que j'ai le relevé téléphonique, que j'ai récupéré plus tard, quand le relevé téléphonique est devenu pertinent. David et moi avons décidé, dit-elle, que la villa sera désormais pour ses parents. Ils emménageront bientôt. C'est juste plus logique. Je restais un instant avec cette phrase. C'est juste plus logique. Émilie, dis-je. Ton père et moi avons construit cette villa. Tu es plus âgé maintenant. Tu devrais te concentrer sur le confort, pas t'accrocher à une grande maison vide. Une pause. Les parents de David ont besoin de s'installer quelque part. La villa est de la bonne taille. Tu as ton appartement à Turin. Ça arrange tout le monde. Elle raccrocha, convaincue d'avoir gagné. Je restais assise dans mon appartement, entourée de photographies. Robert sur la terrasse en 2003, l'année où nous avions planté la glycine. Robert et Emilio. Lac en 2007, quand elle avait 12 ans, et qui lui avait appris à pêcher avec une patience que je n'avais jamais réussi à reproduire. Robert et moi dans la cuisine, mal éclairée, riant de quelque chose dont aucun de nous ne se souvenait. Après, quand nous avions retrouvé la photographie, je restais un moment avec ces photographies. Puis je passais 3 appels téléphoniques. Jonathan Lee est mon avocat depuis 19 ans. Il pratique le droit des successions et de la propriété depuis un bureau à Turin qui présente le désordre organisé spécifique d'un homme qui traite plus d'informations que la plupart des gens n'en rencontrent dans une vie, et qui a développé un système de classement qui n'est lisible que par lui-même. Il a 71 ans, méticuleux à la manière de quelqu'un qui pratique le droit depuis 43 ans et a vu toutes les variétés de ce que les gens se font les uns aux autres pour la propriété, et il a la qualité spécifique, tranquille. 2. Quelqu'un qui a appris que la plupart des désastres peuvent être gérés si l'on n'ajoute pas la panique aux problèmes existants. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, dans l'ordre où cela s'était passé, avec la spécificité qu'il m'avait appris à utiliser lors de nos appels. Pendant 19 ans. Quand j'eus fini, il posa une question, avez-vous signé quelque chose? N'importe quoi. Un accord? Une lettre? Une déclaration d'intention? N'importe quoi. Rien, dis-je. Alors c'est à vous. Complètement. Entièrement, légalement à vous. Une pause. Mais si Émilie croit qu'elle a un droit, nous devons agir rapidement pour créer des garanties. Pouvez-vous venir? Lundi matin. Samedi, dis-je. Une pause plus courte. Jonathan reconnaît l'urgence quand elle est appropriée. Samedi, dit-il. 9h. Le deuxième appel fut à Tom Parker. Tom est mon voisin, propriété adjacente, séparée de la villa par une haie de cyprès que Robert et Tom avaient planté ensemble en 2004, lors d'un après-midi qui avait
Impliquait plus de vin que de plantations et avait néanmoins produit une très belle. Il a 67 ans, ingénieur civil et de système à la retraite qui a passé 30 ans à résoudre des problèmes nécessitant de comprendre comment des systèmes complexes se comportent sous le stress. Lui et Robert étaient amis depuis 15 ans. Il avait prononcé un discours aux funérailles de Robert et avait dit, en 5 minutes, des choses sur mon mari que je n'ai pas pu améliorer en 4 ans d'efforts. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Il écouta sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'apprécie le plus chez Tom. Quand j'eus fini, il resta silencieux un instant. La mère de David, dit-il. Linda. Quel est son nom de famille? Morrow, dis-je. Linda. Morrow. Une pause plus courte cette fois. Margaret, dit-il. Je connais ce nom. Pas bien, mais je le connais. Il s'arrêta de nouveau. Ma tante Carmela. Elle a perdu son appartement de retraite à Gênes il y a 4 ans. Un programme d'acquisition immobilière qui lui avait été présenté comme une opportunité d'investissement. L'avocat qui l'avait structuré a finalement été radié du barreau. Linda Morrow était liée à l'une des entités impliquées. Périphérique, mais liée. Il s'arrêta. Je ne l'ai jamais confirmé directement, mais je me souviens du nom. À quel point êtes-vous sûr, dis-je. Assez sûr pour vouloir vous aider, dit-il. De quoi avez-vous besoin? Je lui dis ce à quoi je pensais. Il resta silencieux pendant 3 secondes. Je peux tout installer d'ici jeudi, dit-il. Le 3e appel, je vous en parlerai en temps voulu. Le bureau de Jonathan, samedi matin. Son bureau, comme toujours, était organisé selon une logique invisible à quiconque n'y avait pas passé des décennies, mais que j'avais fini par comprendre comme étant parfaitement cohérente. Il avait les documents de propriété devant lui quand je suis arrivé. Il avait déjà, à un moment donné, entre notre appel téléphonique du vendredi soir et le samedi matin, récupéré les dossiers pertinents, examiné l'historique des titres, et préparé une analyse des documents. Ce n'est pas un homme qui perd ses samedis matins. La villa est titrée à votre nom seul, dit-il. Robert vous l'a entièrement transférée en 2019. Vous vous souvenez? Je m'en souvenais. Cela avait été une décision pratique, discutée lors d'un dîner l'année où les premiers problèmes de santé de Robert étaient apparus, et traités avec la froideur spécifique que Robert apportait aux décisions pratiques. Émilie n'a aucune revendication légale, dit Jonathan. Aucune. Zéro. Même en tant qu'héritière, elle aurait droit à une part de la succession. Mais la succession n'a pas été distribuée parce qu'il n'est pas nécessaire de la distribuer tant que vous êtes vivante, et vous détenez la propriété absolument. Que peut-elle faire, dis-je? Contester un testament qu'elle devrait attendre. Déposer une plainte pour influence indue. Absurde sur ces faits. Ou tenter un transfert non autorisé en utilisant de faux documents, ce qui serait criminel. Il me regarda fixement. Elle ne peut rien faire qui fonctionne, mais elle peut faire des choses qui sont inopportunes et qui demandent du temps à résoudre. Que recommandez-vous? Nous ajoutons des exigences de vérification au titre biométrique, attesté, et enregistré de manière à rendre impossible tout transfert sans votre participation personnelle. Direct. Je peux faire cela d'ici mardi. Faites-le, dis-je. Et Jonathan, je veux discuter d'un arrangement plus permanent également. Il me regarda avec l'expression d'un homme qui n'est pas surpris. Dites-moi ce que vous pensez, dit-il. Je lui racontai. Il écouta. Il posa 3 questions. Il écrivit quelque chose sur son bloc-notes. Donnez-moi. Jusqu'à vendredi, dit-il. Tom arriva à la villa le lundi matin avec un camion qui contenait, entre autres choses, la compréhension d'un ingénieur système de ce que signifie rendre un
Espace conscient de lui-même. Je ne détaillerai pas tout ce que nous avons installé car une partie est propriétaire, et une partie rendrait cette histoire plus longue qu'elle ne doit l'être. Ce que je vous dirai, c'est que le jeudi soir, la villa, qui ressemblait toujours exactement à ce qu'elle avait toujours été, paisible et familière et tranquillement belle sous la lumière automnale des langues, était devenue quelque chose de différent sous sa surface. Des serrures intelligentes sur chaque point d'entrée, activées par mes données biométriques et celles de Tom, un système de caméras couvrant chaque pièce et tout le périmètre, crypté, avec un flux en direct vers mon téléphone et un serveur de sauvegarde dans le bureau de Tom. Des capteurs de mouvement calibrés pour distinguer entre un mouvement normal et le schéma spécifique d'arrivée et d'installation qui se produit lorsque des personnes qui n'appartiennent pas à un endroit tentent de s'y sentir à l'aise. Un système de gestion de l'eau qui pouvait être contrôlé à distance, un système sonore que Tom avait intégré à l'infrastructure ambiante du bâtiment d'une manière que je ne décrirai que comme approfondie, et le système de dissuasion que Tom avait conçu avec la créativité spécifique d'un homme qui a passé 30 ans à résoudre des problèmes qui exigent que des systèmes complexes se comportent de manière inattendue lorsque des choses inattendues leur sont faites. Cela endommagera-t-il quelque chose, demandai-je quand il me l'expliqua. Rien de permanent, dit-il. Surprenant. Mémorable. Rien qui nécessitera une facture de réparation. Et les caméras? Elles enregistrent en continu. Cryptées. Horodatées, stockées à distance. Rien ne peut être supprimé de la propriété. Il marqua une pause. S'ils déplacent quoi que ce soit, nous saurons ce qu'ils ont déplacé et quand. Je rentrai à Turin. J'appelai Émilie le vendredi matin. Chérie, dis-je, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Les parents de David? Quand arrivent-ils? Une pause. La pause de quelqu'un qui s'attendait à un autre genre d'appel. Samedi, dit-elle. Pourquoi? Vas-tu rendre cela difficile? Pas du tout, dis-je. Je voulais juste savoir. J'espère qu'ils seront confortables. Elle raccrocha satisfaite, croyant qu'elle avait gagné. Je regardais à travers le flux de la caméra sur mon téléphone. Linda Moreau arriva la première, à 10h47 le samedi. Elle avait 64 ans, bien habillée de la manière spécifique de quelqu'un qui considère la présentation comme une priorité, et en a les moyens. Elle franchit la porte d'entrée, que David avait ouverte avec une clé qu'Emily avait fait copier, ce qui fut la première chose que Tom avait signalée sur le système de caméra, et elle commença immédiatement à critiquer les rideaux. Je regardais cela sur mon téléphone, assise dans mon appartement à Turin avec une tasse de café que la mère de Robert m'avait appris à faire correctement, ce qui demande plus de patience que la plupart des gens ne sont prêts à lui accorder. Linda se déplaça dans le salon, montrant des choses du doigt. David suivait avec l'énergie de quelqu'un qui restructure mentalement déjà un espace. Émilie traversait les pièces avec cette qualité de mouvement spécifique. De quelqu'un qui les voit différemment que jamais auparavant, non plus comme la maison de ses parents, mais comme quelque chose qu'elle a acquis. Petite pause, si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Les déménageurs arrivèrent. À 11h30. Des cartons, des meubles emballés dans des couvertures de déménagement, plusieurs tableaux qui n'étaient pas ceux de Robert et n'auraient pas été ceux de Robert, et que le système de caméra enregistra avec une précision détaillée alors qu'ils étaient introduits par la porte d'une maison où ils n'avaient pas leur place. Je les regardais déballer. Je regardais Linda diriger les déménageurs avec l'autorité d'une femme qui a décidé qu'un espace lui appartient et n'a besoin que d'être fait pour refléter cette décision. Je regardais David sur la terrasse de Robert, celle que nous avions posée tuile par tuile en 2 week-ends en 2004. Robert, agenouillé sur la pierre sous le soleil d'octobre, mesurant 2 fois, posant chaque pièce avec la satisfaction particulière d'un homme qui construit quelque
Chose qui restera après lui. David se tenait sur cette terrasse et passait un appel téléphonique que je ne pouvais pas entendre, mais dont je lisais assez clairement le langage corporel. La posture de quelqu'un qui signale un succès. Je l'ai laissé déballer pendant 2 heures. Je l'ai laissé réorganiser la cuisine, regarder Linda retirer les affaires à café de Robert de l'étagère où elles avaient vécu pendant 22 ans et les remplacer par les siennes. Je l'ai laissé verser du vin sur la terrasse à 13 heures, s'asseoir dans les chaises que Robert avait choisies dans la boutique d'Alba, prendre le déjeuner qu'il avait apporté et s'installer dans le confort particulier des gens qui ont décidé qu'ils sont chez eux. Puis, j'ouvris le panneau de contrôle sur mon téléphone. Les lumières s'éteignirent en premier. Pas de façon dramatique, pas de noir total, rien qui serait facilement attribué à une défaillance du système. Au lieu de cela, un changement subtil, un scintillement qui avait la qualité de quelque chose sur le point de mal tourner, l'incertitude visuelle spécifique d'un bâtiment qui ne se comporte pas comme les bâtiments sont censés se comporter. Puis le son. Tom me l'avait décrit comme une emphase subsonique, une basse fréquence que l'infrastructure du bâtiment transportait à travers les murs. D'une manière qui n'était pas tout à fait audible, mais était indubitablement ressentie, pas douloureuse, pas alarmante d'une manière identifiable. Juste. Présente de la manière déstabilisante spécifique de quelque chose que votre système nerveux enregistre avant que votre esprit conscient ne puisse le nommer. Puis la voix, une voix calme et mécanique, celle qui appartient au système de gestion de bâtiments, institutionnel et impersonnel, qui venait d'une source non identifiable et disait en italien clair, présence non autorisée détectée. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Vérification de propriété en cours. Présence non autorisée détectée. Je regardais le flux de la caméra. Linda s'arrêta au milieu d'une phrase, le verre de vin aux lèvres. David se leva de la chaise de la terrasse. Émilie prononça son nom. Puis, chaque robinet de la maison s'ouvrit simultanément. Pas une inondation. Contrôlée. Délibérée. Chaque robinet de la cuisine, des salles de bain, de la buanderie. À pleine pression, tout à la fois. Le son de l'eau se déplaçant à travers la plomberie de la maison était considérable. L'effet de pénétrer dans la cuisine pour découvrir chaque surface soudainement ruisselante d'eau fut, d'après les images de la caméra que j'ai revues plus tard, quelque chose que je décrirais comme immédiatement clarifiant. Linda hurla. C'était un son empreint d'un véritable sentiment, pas de terreur, plutôt le son de quelqu'un qui avait opéré sous une supposition et venait d'être très fermement corrigé. David courut vers la porte d'entrée. Il frappa la serrure, qui nécessitait une biométrie qu'il n'avait pas, et s'arrêta. Je le regardai essayer la serrure 3 fois, de la manière paniquée spécifique de quelqu'un qui vient de comprendre que le bâtiment sait qu'il n'a pas sa place. Là. J'ouvris la porte d'entrée depuis mon téléphone. Je l'ai regardé courir. Je me permis un petit sourire, assise dans mon appartement à Turin. Robert aurait approuvé le détail de la plomberie. Il disait toujours que le bâtiment vous parle si vous savez écouter. Je lui avais simplement donné une voix. Le 3e appel que j'avais passé le vendredi soir, après l'annonce d'Emily, était à Michael Grant. Michael est un investisseur immobilier commercial dans la région du Piémont depuis 26 ans. Il a 62 ans, est prudent, et possède la qualité spécifique de quelqu'un qui a opéré dans un monde où l'information est une monnaie assez longtemps pour comprendre exactement ce que vaut l'information. Et pour qui. Il avait fait affaire avec Robert à 2 reprises, des transactions légitimes, correctement structurées, et avait assisté aux funérailles de Robert, m'avait serré la main après et avait dit, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit dans mon monde, Margaret, appelez-moi. Je l'avais appelé ce vendredi soir. Et j'avais décrit David avec suffisamment de détails pour que la réponse de Michael soit immédiate et spécifique. David Ferretti, dit-il. Développement immobilier. Principalement résidentiel. Corridor Turin et Asti.
C'est lui, dis-je. Michael resta silencieux un instant. Que savez-vous de sa situation financière? Très peu, dis-je. Alors. Laissez-moi vous dire ce que je sais, dit-il. Parce que c'est pertinent pour ce qu'il prévoit. Ce que Michael savait, accumulé par le fonctionnement normal d'un homme qui prête une grande attention au paysage financier de son industrie, c'est que les projets de développement de David Ferretti avaient mal performé pendant 18 mois. 2 projets en retard, un litige de partenariat qui avait abouti à la pose d'un privilège sur une propriété à Asti, une relation bancaire devenue significativement moins coopérative que les années précédentes, et surtout, un arrangement de financement structuré autour de l'attente d'acquérir un actif important non grevé, un actif qui servirait de garantie pour un prêt de restructuration dont David avait besoin pour éviter une cascade de défaillances. La villa était l'actif. Émilie n'avait pas pris une décision de style de vie concernant ses beaux-parents. Émilie participait, sciemment ou non, à un plan visant à utiliser une propriété qu'elle ne possédait pas comme garantie pour la restructuration de la dette de son mari. Cela se saura-t-il tout seul, demandai-je à Michael. C'est déjà en train de se savoir, dit-il. Le privilège à Asti est devenu public la semaine dernière. L'arrangement de financement sur lequel il comptait, la partie impliquée pose déjà des questions sur l'actif qu'il a offert. Il fit une pause. Si l'actif ne se matérialise pas, tout l'arrangement s'effondre. Et avec lui, un certain nombre d'autres choses que David avait tenues séparées. Combien de temps, dis-je. Des jours, dit-il. Une semaine, peut-être 2. Alors j'ai le temps de faire les choses correctement, dis-je. Le bureau de Jonathan, le vendredi suivant. Les documents étaient sur son bureau, préparés avec la précision de 43 ans de pratique. La fondation Second Horizon, dit Jonathan. Il avait l'expression d'un homme qui a vu beaucoup de choses faites avec la propriété, et rencontre quelque chose qu'il trouve, au meilleur sens professionnel du terme, élégant. La fondation de logement. Oui, dis-je. Vous comprenez que c'est permanent, dit-il. Le transfert de propriété est irrévocable. La fondation devient le propriétaire légal. Je comprends. Vos droits d'usage à vie sont protégés et documentés, dit-il. Vous pouvez y vivre, l'utiliser, la considérer comme votre maison aussi longtemps que vous le souhaitez. Rien ne change dans votre relation avec la propriété, sauf qui détient légalement le titre, ce qui ne sera personne qu'Émilie ou David ne pourront influencer, dis-je. Jonathan me regarda fixement un instant. Non, dit-il. Le conseil d'administration de la fondation compte 4 administrateurs. La charte interdit toute disposition ou mise en gage des propriétés données sans le consentement unanime des administrateurs. Les droits d'usage à vie que vous détenez s'ajoutent à cela. Ils ne peuvent être annulés par le conseil d'administration de la fondation ni par aucune tierce partie. Et l'arrangement de financement de David, dis-je. Lorsque le prêteur découvrira que l'actif a été transféré à une fondation caritative avec des conditions irrévocables, l'actif n'existera plus comme garantie, dit Jonathan. Selon toute définition conventionnelle, aucun prêteur ne l'accepterait. Il fit une pause. Je suppose que ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas le cas, dis-je. Il regarda les documents un instant. Robert aurait approuvé la structure, dit-il. Je pensais à Robert, agenouillé sur la pierre de la terrasse. En octobre 2004, mesurant 2 fois, construisant quelque chose qui resterait après lui. Il disait toujours que le meilleur design résout plus d'un problème, dis-je. Jonathan prit son stylo. Nous signâmes les papiers. Ils arrivèrent à mon appartement de Turin un mercredi après-midi, 10 jours après le samedi des robinets, 7 jours après que Michael eut confirmé l'effondrement de l'arrangement financier de David.
Et 4 jours après que le privilège à Asti fut apparu dans une publication économique régionale couvrant les litiges immobiliers. Émilie frappa. J'ouvris. Elle avait l'air comme je ne l'avais pas vu depuis qu'elle était enfant et avait cassé quelque chose qu'elle pensait précieux, la combinaison spécifique de fureur et de la première prise de conscience que la fureur n'allait pas aider. Que as-tu fait, dit-elle. Entrez, dis-je. David était derrière elle. Il avait la posture d'un homme dont le sens spatial de lui-même avait été réduit, pas effondré, pas vaincu, mais plus petit qu'il ne l'avait été. L'aisance physique confiante d'un homme qui croyait avoir un plan avait été remplacée par la tension contenue de quelqu'un qui gère une situation qui ne suit plus la logique du plan. Je fis du thé. La méthode de la mère de Robert. Patiente. Ils s'assirent à ma table de cuisine et attendirent. La villa, dis-je, posant les tasses, n'est plus à moi. Quoi? La voix de David avait une qualité que je n'y avais jamais entendue auparavant. Quelque chose d'un garde-aide, quelque chose qui arriva avant que le sourire agréable ne puisse le masquer. J'ai transféré la propriété à la Fondation Second Horizon, dis-je, une organisation caritative de logement qui utilise des propriétés données pour fournir un hébergement transitoire aux familles en crise. Le transfert est permanent et irrévocable. Je m'assis en face d'eux. Je conserve des droits d'usage à vie. Rien ne change dans ma relation avec la villa. Je peux y vivre, la visiter quand je veux, l'utiliser exactement comme je l'ai toujours fait. La propriété, dit David avec précaution, est transférée à une fondation caritative, dis-je, avec 4 administrateurs, une charte protectrice, et aucun lien avec vous, avec Émilie, ou avec tout arrangement financier que vous auriez pu prévoir de structurer autour de la propriété. Le silence qui suivit eut une qualité spécifique, non le silence des gens qui absorbent des informations. Le silence des gens qui voient une structure sur laquelle ils comptaient disparaître. Le visage d'Émilie était devenu pâle, de cette manière particulière de quelqu'un qui rencontre quelque chose qu'elle n'avait pas calculé. Elle était, je le compris à ce moment-là, véritablement surprise, ce qui me dit quelque chose sur ce qu'elle avait cru de moi, sur ce qu'elle avait décidé que j'étais. Elle avait décidé que j'étais quelqu'un qui serait géré, quelqu'un à qui on pourrait dire qu'elle n'avait plus besoin de venir, quelqu'un dont l'attachement à un lieu pouvait être présenté comme un attachement excessif, dont le chagrin pouvait être reconditionné comme un inconvénient, dont toute la relation à 22 ans de sa vie pouvait être redéfinie par un appel téléphonique. Elle s'était trompée sur cela. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle. Je peux, dis-je. Et je l'ai fait. Tu n'avais pas le droit, Émilie. Je prononçai son nom de la manière qui termine une phrase plutôt que de la commencer. C'est ma maison. Je l'ai construite avec ton père. Mon nom est sur le titre. Elle a toujours été à moi et à moi seul. Ce que tu as décidé, le plan que tu as fait, l'emménagement que tu as organisé, l'arrangement financier que ton mari bâtissait autour d'une propriété à laquelle il n'avait aucun droit, rien de tout cela n'était réel. C'était bâti sur quelque chose qui n'a jamais été le tien. David regarda la table. Émilie me regarda. Son visage exprimait quelque chose de compliqué. La colère et le choc pâle, et sous ces deux-là, quelque chose de plus ancien et de plus difficile à regarder. Quelque chose qui était là depuis plus longtemps que cette situation spécifique. Tu as tout détruit, dit-elle. Je n'ai rien détruit. Dis-je. J'ai protégé ce qui était à moi. Tu as bâti tes plans sur quelque chose que tu n'as jamais possédé. Je la regardai fixement. Ce n'est pas de la destruction. C'est un fondement. Ils n'avaient plus rien à dire. Ils quittèrent mon appartement de la manière spécifique des gens qui sont venus avec l'autorité de la certitude et repartent sans elle. Pas de façon dramatique. Pas avec le
bruit d'une scène. Juste avec l'énergie dégonflée d'un plan qui a pleinement découvert qu'il n'était qu'un plan. Je restais assise à ma table de cuisine après leur départ. Et je regardais la photographie sur le rebord de la fenêtre. Robert au lac, 2011. Riant de quelque chose que l'appareil photo l'avait surpris à ne pas attendre. Je lui en parlais, comme je lui parle des choses maintenant. Ils sont entrés par la porte d'entrée, dis-je. Ils se sont assis à ma table. Ils m'ont dit qu'ils avaient un plan. Je fis une pause. Tu aurais aimé les robinets, dis-je. Tu as toujours dit que le bâtiment te parle si tu sais l'écouter. La cuisine était silencieuse. Lumière d'après-midi de Turin. Café refroidissant sur le comptoir. Elle était entrée chez moi et m'avait dit que je n'avais plus besoin de venir. Elle ne savait juste pas que la maison lui avait déjà dit la même chose. 6 mois plus tard. La villa est comme elle a toujours été. Je suis monté un samedi d'avril quand la glycine commençait à fleurir, celle que nous avions plantée en 2003, celle qui avait mis 4 ans à s'établir correctement. Et que Robert vérifiait chaque printemps avec l'anxiété spécifique de quelqu'un qui a investi de la patience dans une chose vivante et attend de voir si la patience était justifiée. Elle l'était. Elle l'a été pendant 21 ans. J'ai ouvert les volets. J'ai fait du café. Je me suis assise sur la terrasse, dans le fauteuil de Robert, et j'ai regardé le lac. Faire ce que les lacs font en avril dans les Langues. Tenir la lumière. Différemment de toute autre chose. Plate et argentée et particulière. Tom est passé à midi. Nous avons déjeuné. Il a posé des questions sur Émilie. Je lui ai dit ce qu'il y avait à dire. L'arrangement financier de David ? A-t-il demandé. Effondré, dis-je. L'évaluation de Michael était exacte. Plusieurs des positions liées ont nécessité un démantèlement. Ce furent des mois inconfortables pour eux financièrement. Tom hocha la tête. Linda, dit-il. Je crois savoir qu'elle loue un appartement à Asti, dis-je. Je n'ai pas confirmé. Cela indépendamment. Il hocha de nouveau la tête. Nous avons mangé un moment. Un silence confortable. Robert aurait trouvé tout le système de sécurité très satisfaisant, dit Tom. Il aurait voulu connaître chaque spécification technique, dis-je, et puis il aurait suggéré des améliorations. Tom rit. C'était un vrai rire, le genre qui vient quand quelque chose est vraiment drôle. Parce que c'est vraiment vrai. La fondation, dit-il, comment ça avance ? Les premiers locataires ont emménagé le mois dernier, dis-je. Une famille de Cuneo, mère et 3 enfants. Situation transitoire. Jonathan m'a envoyé des photographies. Ils étaient assis à la table de la cuisine. Je fis une pause. C'est une très bonne table de cuisine. Tom resta silencieux un instant. Robert l'a choisi. Il dit, oui. Il disait toujours qu'une table de cuisine devait être assez grande pour que tout le monde puisse s'asseoir sans se serrer, dis-je. Je regardais le lac. Il avait raison sur la plupart des choses. Émilie m'a appelé. En mars. J'ai répondu. Nous avons parlé pendant 12 minutes. Ce n'était pas une résolution. Ces choses ne se résolvent pas en 12 minutes. Mais c'était honnête, d'une manière que nos conversations n'avaient pas été. Depuis un certain temps. Et l'honnêteté semblait être le bon point de départ. Nous commençons. Lentement. Prudemment. Comme on construit des choses qui sont faites pour durer. Jonathan a déposé les documents de la fondation auprès de l'autorité régionale caritative en février. La villa est enregistrée comme un bien résidentiel protégé, administré au profit public, avec une détentrice de droit d'occupation à vie, Margaret Ferrara, qui peut utiliser la propriété sans restriction tant qu'elle vit. Tant que je vis. Chaque volet. Chaque tuile. Chaque chaise au bord du lac. La glycine grimpant le mur sud en avril.
faisant ce qu'elle fait depuis 21 ans. Robert a construit quelque chose qui reste. Je me suis assuré que cela reste.